Par souci d'être à l'heure, on va débuter si vous le voulez bien. D'être à l'heure, on va débuter si vous le voulez bien. Alors, bienvenue dans l'atelier 301. Formation en milieu de travail, de nouvelles réalités, de nouveaux défis. Alors, au départ, je devais donner l'atelier seul, mais c'est avec grand plaisir que j'ai avec moi Mme Sophie Desruisseaux, qui travaille, qui est dans le fond une conseillère à la Commission des partenaires du marché du travail, qui va faire sa partie. En fait, le plan de présentation qu'on vous propose, dans un premier temps, on va faire un petit retour en 2015 sur le plan économique pour situer un peu comment tout ça a débuté. Par la suite, Mme Desruisseaux va présenter les programmes de subvention du fonds. Si le temps le permet, par la suite, je reviendrai avec le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail et la formation de superviseur en entreprise. Ça vous convient? En passant, on salue les 8 régions qui sont avec nous en web diffusion. On est content de vous avoir avec nous. Donc, toute cette histoire-là, dans le fond, a commencé avec le plan économique du gouvernement du Québec qui a été déposé en mars 2015. Dans le fond, les statisticiens du ministère de l'Emploi ont estimé qu'avec le vieillissement de la population, on aurait des postes à combler qui pourraient atteindre le 725 000 personnes en 2017. Avec des projections, on atteint le 1,4 million d'ici 2022. C'est quand même considérable. À cet effet, le budget 2015-2016 a prévu 166 millions sur 5 ans pour 2 objectifs. Améliorer l'adéquation formation-emploi afin d'augmenter l'apport de productivité et de répondre efficacement aux besoins du marché du travail et d'augmenter le nombre de travailleurs disponibles, notamment grâce à une meilleure intégration des personnes immigrantes. C'est ce qu'on appelle un peu l'objectif emploi. On va surtout s'attarder à l'adéquation formation-emploi pour cet après-midi. Alors, quand on parle d'assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, dans le fond, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette dotation de postes-là, vacants, on va le voir, en fait, ça va être plus criant au niveau de la formation professionnelle et de la formation technique. Donc, les besoins vont se situer à ce niveau-là. Donc, on est tous au niveau de la formation professionnelle, donc c'est important qu'on prenne notre place. Et vous allez voir que les leviers financiers qui sont disponibles, bien, ils deviennent très intéressants et c'est à nous de les faire connaître auprès des entreprises. Ça va être votre rôle, c'est pour ça que l'atelier de cet après-midi, il est très important pour que vous ayez cette réalité-là et que vous puissiez un peu vendre le produit auprès de vos entreprises. Donc, ce déséquilibre-là a un coût pour le Québec et dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'en arriver à une meilleure performance du marché du travail, en permettant que les travailleurs aient accès à une formation mieux adaptée. Et pour y arriver, le gouvernement a retenu la notion de stage. Il y a eu des visites économiques qui ont été faites en Allemagne, entre autres, en Suisse, et ils se sont aperçus que le système dual était quand même assez performant. Donc, ils ont prévu dans le plan économique, et je vous dirais que c'était la première fois qu'un plan économique parlait un peu de pédagogie. Donc, ils ont retenu l'augmentation du nombre d'heures en stage. Donc, ils vont privilégier les stages qui devraient permettre de rendre plus autonomes nos diplômés. Et évidemment, la participation de la main-d'œuvre disponible, eh bien, il faut qu'elle soit optimisée. Encore là, on parle de l'objectif emploi. Favoriser le recours au stage en milieu de travail, bien, dans le fond, il y a un peu 2 objectifs derrière ça. Pour l'élève, ça va lui permettre d'intégrer une entreprise et de découvrir la culture de l'entreprise et de s'étalonner davantage. On sait que dans nos centres de formation, on est en milieu plus contrôlé. Lorsque l'élève est en stage, bien, il y a vraiment des spécialistes. Il est dans la production, il peut vraiment s'étalonner. À l'école, il faisait une pièce à l'heure.
bien là, normalement, en entreprise, c'est peut-être une pièce aux 15 minutes qui devrait sortir. Fait que ça lui permet de s'étalonner, ça a un avantage. Et évidemment qu'il y a un autre avantage qui est pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir accès à des finissants ou des futurs finissants qui vont connaître déjà son milieu d'entreprise, qui vont connaître la culture de l'entreprise et qui vont permettre peut-être une meilleure rétention. Parce qu'il va y avoir eu en amont tout un cheminement qui va avoir été fait, auprès de l'élève ou de l'étudiant. Dans le cadre des projets et ça, il y a 30 millions qui vont être consacrés, à ce volet-là, on va en parler un petit peu plus tard. Et au niveau des projets, quand on parle d'augmenter le nombre d'heures de stage en entreprise, il y a une cible qui a été identifiée qui provient du dual et le dual, c'était 50. Donc, c'est la cible qui a été retenue par le ministère de l'Éducation au niveau de la formation professionnelle. On vise dans nos programmes d'études, c'est vraiment une visée, d'avoir 50 du temps de l'élève, ben ça, il va le faire en entreprise. Fait que si on parle d'un programme de 1800 heures, c'est 900 heures qui devraient passer en entreprise. On est conscient qu'il y a tout un changement qui va accompagner tout ça, puis ça vient on peut parler même d'un changement de paradigme au niveau pour les enseignants. Adapter certains programmes de formation. Dans le fond, le ministère, je ne sais pas s'il y en a parmi vous des commissions scolaires qui ont déposé des projets, suite à l'appel, du ministère l'appel de projet qu'il y a eu au mois de juin. Le ministère de l'Éducation a invité les commissions scolaires à déposer des projets pour, des projets de style dual, où il y aurait une augmentation des heures en formation professionnelle en entreprise, pardon. Et je vous dirais que les réponses ne sont pas, je ne sais pas s'il y en a ici des commissions scolaires qui ont déposé des projets, mais les réponses ne sont pas encore arrivées, dans les commissions scolaires. Toutefois, les projets ont été analysés et normalement, il devrait y avoir une réponse et ça va être une annonce, par le ministre qui devrait se faire à la mi-novembre. Là, vous allez me dire, on est presque à la mi-novembre, fait on peut peut-être supposer que d'ici une semaine ou 2 ou 3, il devrait y avoir une annonce du ministre auprès pour les commissions scolaires et les projets qui ont été acceptés. Nous, en 2015-2016, moi, je proviens de la commission scolaire de l'énergie à Shawinigan. On était un des projets pilotes. En fait, il y en avait 2 en 2015-2016. Nous, chez nous, à Shawinigan, on était un des 2 projets pilotes. Au total, normalement, il devrait y avoir 10-12 projets qui devraient être acceptés de façon annuelle. Et vous allez voir qu'il y a un budget maximum de 100 000 par projet. Également à ça, il y a eu, dans le budget, en mars 2015, il y avait eu, même avant ça, une diminution du crédit d'impôt qui avait déjà été à 30. Le ministère l'avait, rabaissé à 24. Et bonne nouvelle, si vous ne le saviez pas encore, depuis mars 2015, maintenant, le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail pour les entreprises est de 40. Ça signifie que 40 du salaire de l'élève et du superviseur, avec un maximum assurable, peut être déduit. Ça peut représenter jusqu'à 240 par semaine pour une entreprise, fois la durée du stage, le nombre de semaines de stage, ce qui devient très intéressant. Je vous ai mis, un tableau qui résume un petit peu, le plan économique qui a été déposé en mars 2015. Donc, je me situe dans la partie médiane du tableau. Favoriser le recours au stage en milieu de travail, adapter les programmes de formation, je vous le mentionnais, ça, c'était une enveloppe qui a été donnée au ministère de l'Éducation. Il y a environ 8 millions pour ça. Et ça, c'est l'appel de projet qu'il va y avoir à chaque année. Il y a un montant déterminé d'environ 1,2, 2 millions, 2 millions. Et pour les 5 prochaines années, en partant de l'année passée, il devrait y avoir au total 7,8 millions qui vont être consacrés à adapter des programmes de formation. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de déposer dans le cadre de l'appel de projet de l'an passé du ministère de l'Éducation, il devrait y en avoir un autre cette année.
Bonification du crédit d'impôt, on parle de 22 millions qui, sur 5 ans, ce que ça va coûter dans le fond, au gouvernement pour avoir bonifié le crédit d'impôt. Un petit peu plus haut, répondre aux besoins de formation des entreprises. Et là, c'est là que Mme Desruisseaux va rentrer en ligne de compte. On a adapté la formation aux besoins du marché du travail. Il y a 60 millions sur 5 ans qui étaient adoptés et l'attribution de bourses d'études dans les domaines de formation jugés prioritaires. Sur 5 ans, c'est 10 millions. Est-ce qu'il y a des questions à date? Ça se passe bien? Parfait. Alors, je vais passer la parole à Mme Sophie Desruisseaux. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un rhume, donc ma voix est un peu, enrouée. Donc, est-ce que vous connaissez la Commission des partenaires du marché du travail, juste avant que je commence? Non, parfait. En fait, la commission, c'est une instance gouvernementale qui regroupe des représentants patronaux, syndicaux du milieu communautaire et de l'éducation et qui discute justement de la situation de la main-d'œuvre, au Québec. La commission administre aussi la fameuse loi du 1 c'est-à-dire la loi sur les compétences, où toutes les entreprises qui ont une masse salariale de 2 millions doivent investir 1 de leur masse salariale en formation de la main-d'œuvre. S'ils ne font pas le 1 ils le versent au fond et avec l'argent qu'on reçoit, on fait des programmes de subvention. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que je suis ici. En fait, je vais vous présenter là, nos programmes de subvention. On a 5 programmes de subvention. On a 3 actifs et 2 qui devraient voir le jour là, dans quelques jours. On a ce qu'on appelle le soutien collectif à l'adéquation formation-emploi, le soutien régionalisé à l'adéquation formation-emploi, le programme incitatif pour l'accueil de stagiaires en formation professionnelle et technique, le programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPNT. Le nom est très long et je déteste devoir l'écrire dans les documents parce que c'est long. Bourse de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la CPNT. Les 2 derniers, je vais vous en parler à la fin. En fait, pour que les 2 derniers programmes soient lancés, il fallait l'adoption du projet de loi 70 qui a été adopté hier. Donc, c'est vraiment une question de jours là, avant que les programmes deviennent officiellement publics. Donc, nos 2 programmes principaux, c'est vraiment le programme de soutien collectif à l'adéquation formation-emploi et son équivalent, qui est le programme soutien régionalisé. La différence entre les 2, c'est que le soutien régionalisé s'adresse aux entreprises individuelles et il est administré par Emploi Québec. C'est-à-dire qu'à chaque année, selon le budget annuel qui est alloué au programme, on va le diviser selon les régions d'Emploi Québec et c'est les conseillers aux entreprises d'Emploi Québec qui rencontrent les entreprises et qui vont pouvoir faire les demandes de subvention, alors que le soutien collectif va être chez nous. C'est des programmes qui soutiennent le développement des compétences des travailleurs, tant au niveau de la structuration de la formation, de son élaboration et de sa diffusion. Comme je vous disais, là, les programmes s'adressent à différentes entreprises. Il y a les promoteurs collectifs et il y a les entreprises individuelles. Dans les 2 cas, les entreprises privées à but lucratif, les coopératives et les organismes sans but lucratif peuvent participer. Par exemple, un promoteur collectif va décider de faire un projet dans un milieu, il va réunir différentes entreprises liées à ce milieu-là et il va faire un programme, un projet en lien avec une difficulté au niveau de la formation. Il y a différents volets qu'on va subventionner. On va subventionner la formation de base et de l'alphabétisation, autant au soutien collectif qu'au soutien régionalisé. La francisation, la mise en œuvre du cadre de développement des compétences, c'est seulement au soutien collectif. La formation continue en entreprise, les stages rémunérés en entreprise et la structuration de formation, c'est des volets qu'on va subventionner au collectif. Alors qu'au régionalisé, on va subventionner un volet qu'on appelle l'amélioration et la compétitivité des entreprises et le rehaussement des compétences dans un contexte de mobilité interne. Donc, en fait, on touche à tous les différents volets là, de formation euh, qui pourraient être que les entreprises pourraient avoir besoin. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas à m'arrêter là, si vous avez des questions. Oui.
Au niveau de la présentation totale, on attendait que la loi 70 soit adoptée. Normalement, elle devait l'être le 24 novembre, mais là, bonne nouvelle, Sophie me disait tout à l'heure que la loi a été, adoptée, hier. Alors on va pouvoir mettre l'intégralité, je pense, on va pouvoir mettre l'intégralité de la présentation, elle va être rendue disponible là, avec les actes de cette journée-là, là. Et vous allez la retrouver aussi sur le réseau, PEP. Ça répond à la question? Oui. Pour les promoteurs collectifs, admissibles, en fait, les promoteurs collectifs admissibles vont être les comités sectoriels de main-d'œuvre, les TAML sectoriels ou les organismes paritaires, les mutuelles de formation, les associations d'employeurs qui sont reconnues par un organisme qui représente la commission des partenaires. Donc, par exemple, regroupement d'employeurs qui est représenté par les manufacturiers exportateurs du Québec, là, ça pourrait être un promoteur admissible. Les associations des travailleurs, comme les syndicats, sont reconnus et les donneurs d'ordre. Qu'est-ce qu'on paye dans nos programmes de subvention? On paye les honoraires professionnels, c'est-à-dire ça peut être des consultants ou des formateurs jusqu'à 150 de l'heure, le salaire du personnel, les frais de déplacement lorsque les travailleurs doivent se déplacer à plus de 100 km, les locations de salles, les salaires réels des participants jusqu'à une concordance de 20 de l'heure. Et on va donner aussi aux promoteurs collectifs des frais de gestion qui peuvent aller jusqu'à 10 du coût réel de la subvention. En fait, on subventionne pas mal tout ce qui est nécessaire pour faire la formation. Le taux de remboursement, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un programme de subvention, on l'analyse, on va émettre on va déterminer le montant de la subvention et on rembourse à 50 Dans certains volets, on va aller jusqu'à 100 de la subvention. Tout ce qui est formation de base, francisation, dépenses liées vraiment au promoteur collectif et l'élaboration du contenu de formation dans le cadre de programmes collectifs vont être subventionnés à 100 il y a une contribution maximale du fonds, c'est-à-dire 10 de la masse salariale de l'entreprise jusqu'à un maximum de 100 000 c'est-à-dire qu'on s'assure de ne pas subventionner à une hauteur trop haute là, par rapport à ce que l'entreprise fait là, en tant que masse salariale en général. Le programme incitatif pour l'accueil de stagiaires en formation professionnelle et technique, c'est probablement le programme qui va vous intéresser le plus. Lors du budget 2015, le ministre a vraiment mis l'emphase sur l'importance des stages. Et nous, on a reçu la demande de faire un programme de subvention pour encourager les stages en entreprise. Ce qu'on voulait, c'était, ben oui, faire un programme de subvention, mais on ne voulait pas aller contre le crédit d'impôt. Parce que souvent, lorsqu'on donne une subvention, ça va diminuer le crédit d'impôt auquel l'entreprise a le droit. Donc, on a beaucoup réfléchi sur la question et on est arrivé à la conclusion que ce qui n'était pas subventionné, qui n'avait pas d'impact pour le crédit d'impôt, c'était de subventionner la formation des superviseurs de stage. Donc, c'est un peu ça que le programme vise. C'est un nouveau programme qui a été lancé en juin ou en tout cas au printemps, à la fin du printemps, qui est disponible pour les entreprises qui souhaitent accueillir des stages en formation professionnelle ou technique. C'est un montant forfaitaire qu'on verse pour aider l'entreprise à s'outiller et à se structurer avant l'arrivée du stagiaire. Et pour recevoir une subvention, l'entreprise doit avoir signé une entente avec vous, une entente de stage finalement ou une convention de stage et avoir rempli, la demande de subvention. Et le montant accordé varie selon la durée et la nature du stage. Ça va de 1 000 à 5 000. Si c'est un stage en développement des compétences, par exemple, le montant est plus élevé que si c'est un stage en mise en œuvre des compétences. Ou le contraire, en tout cas, c'est ça. Merci. Et ça vise les DEP, les AEC, les DEC, les AEP et les ASP. Oui. En fait, nos critères sont assez simples. C'est moins de 300 heures, plus de 300 heures. En fait, je pourrais regarder, j'ai ma feuille à quelque part, hein, mais si c'est en bas d'un certain nombre d'heures, il a droit à une subvention, mais la subvention est moins élevée. Ça va être environ 1 000 Si c'est plus d'un certain nombre d'heures, ça va être la plus haute subvention qui va être 5 000
Fait que tant que c'est de la mise en œuvre ou du développement des compétences et non un stage d'observation, il peut avoir la subvention. Dans le fond, la question, c'est, moi, dans mon programme d'études, j'ai un stage de 90 heures en fin de formation. Est-ce que l'entreprise dans laquelle l'élève va faire son stage, est-ce qu'elle est admissible à ça? Dans le fond, s'il faut y avoir, il y a 2 intentions pédagogiques qui sont derrière le stage. C'est soit de la mise en œuvre ou soit du développement. Si on parle de mise en œuvre, on est dans un contexte ATE un peu, là, il y a des ajouts d'heures au programme. C'est pas notre cas. Si on parle de développement de compétences, c'est qu'on a retiré des heures dans certains modules pour faire une formation, vous me voyez venir, pour faire une formation de type alternance travail-études. De sorte que le stage d'intégration ou d'initiation, parfois, ne devrait pas, en principe, faire partie de ce programme-là, malheureusement. Par contre, on vous invite à faire de l'alternance travail-études. Non, en fait, comme on vient de dire, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre de compétences. Donc, oui, on pourrait avoir une subvention pour ça. Là, c'est dommage que je viens de me rappeler que je l'avais sur ma clé USB, le formulaire, je ne l'ai pas avec moi, papier. Mais il y a 5 types de subventions, 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000. Et ça dépend si c'est du mise en œuvre ou du développement de compétences et le nombre d'heures qui est associé à ça. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Ah ben voilà, elle est là. Donc pour répondre à la question, c'est 1 000 par superviseur de stage et oui, ça aussi c'est important, c'est que la formation est pas pour la subvention n'est pas pour le stagiaire et pour le superviseur de stage qui reçoit une subvention. Donc elle n'est pas pour la commission scolaire non plus, comme, Réal me disait. C'est vraiment pour l'entreprise. Donc l'entreprise décide d'accueillir, 3 stagiaires, décide de former un superviseur de stage pour encadrer ces 3 stagiaires-là. C'est des stagiaires en mise en œuvre de compétences, d'une durée de plus de 300 heures, ben, il va recevoir 2 000 même s'il accueille 3 stagiaires parce qu'il forme seulement un superviseur de stage. S'ils décident de former 2 superviseurs de stage, ben, à ce moment-là, ça va être 4 000 parce qu'on va doubler le montant. Donc, c'est vraiment la subvention va au nombre de superviseurs de stage, aux superviseurs de stage, de stagiaires formés. Si on regarde, nous, en formation professionnelle, je vous dirais que 95 des projets en alternance travail-études se font en développement de compétences. Alors, si vous vous situez avec des stages en entreprise qui va avoir moins de 300 heures, bien, l'entreprise, par superviseur, va avoir un montant de 3 000. Et si vous, exemple, si vous avez un programme que vous visez le dual, si on parle d'un programme de 1800 heures, ben, on parle euh, disons, de 900 heures en entreprise, bien, à ce moment-là, chaque entreprise, si elle a un superviseur, va recevoir 5 000 pour faire former son superviseur. Pour ça, j'ai une diapo à la fin pour la formation des superviseurs, qui n'existe pas présentement. Et si tu permets, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un projet pour la formation des superviseurs qui a été déposé à la Commission des partenaires du marché du travail pour qu'on puisse justement se pencher sur ce détail-là. Mais le programme a été lancé et la formation du superviseur n'est pas faite encore. Il devrait y avoir un référentiel de compétences qui va être déterminé avec une analyse de profession, là, comme on voit d'habitude. Et c'est normalement, pas normalement, mais c'est la Fédération des commissions scolaires qui devrait avoir le mandat de piloter ce dossier-là. Et c'est un dossier qui est mixte puisqu'il est interordre. Fait qu'on parle de Fédération des commissions scolaires, mais c'est également la Fédération des cégeps. Euh, la couette aussi est là-dedans. C'est un, c'est un projet qui a été déposé et accepté. On attend de voir la suite des choses. Et pour le moment, juste pour faire du pouce sur ce qu'on vient de dire, on a reçu des projets, on a commencé à donner des subventions.
Pour le moment, comment ça fonctionne le programme, c'est que, l'entreprise va vous voir, s'entend pour accueillir 1, 2, 3, peu importe là, un certain nombre de stagiaires. Vous signez une convention de stage ou une entente de stage avec l'entreprise. L'entreprise, par la suite, remplit un formulaire de demande de subvention. On accepte la demande de subvention et par la suite, il suit une formation. Comme, monsieur Piché, Réal vient de le dire, la formation pour l'instant, elle n'existe pas. Il n'y a pas de formation, conforme là, dans tout le réseau. Pas conforme, mais équivalente là, dans tout le réseau. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment l'établissement d'enseignement qui donne une formation. La formation, en fait, c'est informer le superviseur de stage pour le moment de qu'est-ce que sont ses responsabilités, qu'est-ce que le superviseur doit faire pour bien encadrer le stagiaire. L'établissement d'enseignement émet une attestation, merci, et l'attestation dit envoyée. À ce moment-là, on fait le versement. Exact, exact. Pour l'instant, nous, on ne va pas vérifier, la durée de la formation. Ce qu'on veut, c'est une attestation. Fait que c'est vraiment, la responsabilité au fond de l'établissement d'enseignement de s'assurer que le superviseur de stage est formé. Fait que donc un superviseur de stage pourrait déjà avoir une certaine compétence, la formation serait moins longue parce que, bon, vous avez déjà fait affaire avec lui, ou ça pourrait être un nouveau qui arrive et qui a besoin de plus d'encadrement. Comment encadrer un stagiaire, finalement? Qui ça, eux? Non, 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 ça reste l'enseignant. L'enseignant est là. En fait, c'est simplement dire à la personne qui accueille le stagiaire, c'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle par rapport à l'enseignant? C'est quoi son rôle par rapport à l'étudiant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il y a des rapports qu'il doit rédiger pour l'enseignant? Comment communiquer avec un étudiant qui n'est pas nécessairement un collègue comme il y a l'habitude? C'est un peu à ça qu'on s'attend. Éventuellement, la formation qui est en train d'être développée va être beaucoup plus complète. Mais pour le moment, c'est vraiment de s'assurer que le superviseur de stage soit apte pour superviser un stage. Mais il ne prend pas du tout le rôle de l'enseignant, là. C'est pas du tout sa responsabilité. Je fais peut-être du pouce sur ce que vous venez de dire. Dans le fond, le projet qui a été déposé auprès de la Commission des partenaires du marché du travail pour bâtir ce référentiel-là, il tient compte de 2 éléments. Le premier, c'est le programme de compagnonnage qui est déjà en place auprès d'Emploi Québec, où on retrouve 6 compétences. Et nous, au niveau scolaire, on a souhaité, ben, c'est ce qu'on a déposé dans le projet, ajouter des compétences, certains éléments de compétences qu'on tire du référentiel des 12 compétences des enseignants en formation professionnelle. Alors, normalement, puis là, l'analyse de profession n'a pas été faite, mais ce référentiel-là va être bâti un peu comme un programme d'études, c'est-à-dire qu'on va retrouver un certain nombre de compétences qui pourrait se situer autour d'une douzaine, donc une douzaine de compétences et qui seraient développées un peu avec des éléments de compétences, des critères de réalisation et qui seraient évalués un peu dans l'action en suivi de stage également. Là, je ne veux pas me lancer dans une polémique, puis je veux pas non plus, je ne suis pas devin, là, mais on pourrait imaginer que quand l'enseignant va visiter son stagiaire, ben, il va également visiter le superviseur de stage pour l'accompagner dans le développement de ses compétences au niveau pédagogique. Mmh. Ah, c'est très intéressant comme question. En fait, pour nous, pour la commission, nous, on travaille aussi avec le ministère. Ben, en fait, la commission dépend du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, notre mandat, c'est vraiment la main-d'œuvre et la main-d'œuvre future. Main-d'œuvre future, c'est nouveau avec le projet de loi 70. Avant, on s'en occupait pas. C'était pas notre responsabilité. Là. Depuis le projet de loi 70,
C'est ce que ça change pour nous, c'est qu'on peut aller voir la main-d'œuvre future, donc les étudiants. Il y a un programme de bourse dont je vais vous parler tout à l'heure qui va être lancé dans quelques jours. Mais il ne faut pas non plus pallier au ministère de l'Éducation. On a chacun nos responsabilités. Donc oui, c'est intéressant. Oui, on va aller voir de plus en plus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. La commission a aussi la responsabilité de l'adéquation formation-emploi. Mais comme je vous dis, on a chacun nos responsabilités. Le ministère de l'Éducation a les siennes, nous, on a les nôtres. Fait qu'on travaille en collaboration beaucoup, mais on ne veut pas non plus embarquer dans le terrain du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Dans le cadre de ce programme-là, c'est tous les secteurs qui ont le droit. La seule chose, c'est qu'on ne subventionne pas les entreprises qui sont des organismes publics. Donc, les hôpitaux, les cliniques médicales, cliniques médicales, ça dépend si sont privées ou publiques, là, mais les commissions scolaires, quelqu'un qui prendrait un stagiaire en préposé aux bénéficiaires à un hôpital, par exemple, on ne donnerait pas la subvention à l'hôpital. Mais sinon, toutes les entreprises sont ouvertes pour ce programme-là. Dans d'autres programmes, la commission est responsable d'une liste qui s'appelle la liste de priorisation des besoins du marché du travail, où on va voir où sont les besoins. Et après, on s'allie avec le ministère de l'Éducation pour voir c'est quoi les programmes d'études par rapport à ces besoins-là. Et souvent, là, les programmes de subvention vont prioriser ces programmes-là. Je vais y arriver. Ce qui ne veut pas dire que les autres programmes ne sont pas importants ou qu'on ne les subventionne pas, mais c'est juste qu'on va vraiment on va prioriser certains programmes. Mhm, mhm. C'est quoi votre secteur? OK. Parce que ce que vous me dites, ça me fait penser un peu au cas de la soudure. Je ne sais pas s'il y a des gens de la soudure ici. Ce qu'on nous dit beaucoup, nous, c'est que la soudure, les entreprises nous disent on a besoin de soudure, on a besoin de soudeurs, excusez. On a besoin de soudeurs, on a besoin de soudeurs. Mais il y a des soudeurs qui sont disponibles sur le marché du travail et on en forme ce qui sort des écoles répond à la demande. On dit mais pourquoi les gens les entreprises cherchent tant de soudure. Et là, on est vraiment, comme c'est un cas qui était récurrent, on est allé analyser en détail ce dossier-là. C'est en cours, là. Et en gros, les conclusions, c'est un peu ce que vous dites, c'est que bon, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être la question salariale. Les entreprises ne veulent pas payer assez. Bon, il y a plusieurs éléments qui ressortent de ça. Une fois l'étude faite, oui, il y a des décisions qui vont être prises pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour le cas d'esthétique, je ne pourrais pas vous dire. Mais on est conscient qu'il y a certaines réalités comme ça sur le marché du travail. On les étudie, mais là, ça dépasse largement ma responsabilité propre. Oui. Mhm. Pour l'instant, présentement, le programme est vraiment écrit pour qu'on subventionne un formateur par programme d'études. C'est-à-dire que, ben, un formateur, on subventionne au fond le superviseur par programme d'études. Donc, l'entreprise X qui accueille des mécaniciens, qui décide de former un superviseur de stage en mécanique, si le superviseur de stage part, ne pourrait pas l'année d'après dire ben, je vais en former un autre. Pour l'instant.
Mais là, les entreprises nous disent: «Ben oui, mais moi, tu sais, il y a un roulement, puis je peux pas toujours savoir, puis des fois ma personne s'en va en vacances ou part en maternité ou peu importe». Fait qu'on va voir si on modifie le programme pour l'année suivante, parce qu'à chaque année, nos programmes sont modifiés, mais on est conscient de ça. Cela dit, si le superviseur de stage change d'entreprise, sa formation reste bonne pour lui et pour son CV. Mais si sa nouvelle entreprise décide de former des superviseurs de stage, il n'y a pas de problème. Pour ça, on va se mentionner. C'est ça. Ça va? Et c'est pour ça aussi, s'il y a des entreprises qui veulent soumettre des projets, ils peuvent, en fait, le ratio, c'est un minimum de 1 superviseur par étudiant. Fait que s'ils veulent accueillir 2 étudiants, qu'ils n'hésitent pas à faire former 2 superviseurs de stage tout de suite, même s'il y en a plus un qui va travailler avec les 2, mais au moins il va en avoir un deuxième en backup. Fait que ça, c'est le ratio, c'est de 1-1 au moins. Le rôle des établissements d'enseignement par rapport au programme incitatif à l'accueil des stagiaires que nous, on appelle le PIAS, ben, c'est faire la promotion. Donc, vous avez des entreprises qui viennent vous voir s'ils ont besoin de stagiaires. Ben, n'hésitez pas à dire que ce programme d'études-là, sur Internet, c'est assez simple. C'est un formulaire d'une page à remplir pour faire la demande de subvention qui se remplit automatiquement. C'est-à-dire que l'entreprise dit coche, moi, c'est un développement des compétences, moins de 200 heures le stage, et les montants apparaissent automatiquement. Donc, c'est assez simple. Si vous êtes capable d'accompagner les entreprises dans les démarches, c'est bien. On a le Centre des nouvelles technologies ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est le bon nom, mais qui viennent dont certaines entreprises qui ont pris des stagiaires d'eux, il y a plusieurs demandes qui viennent de rentrer et le centre a vraiment a vraiment accompagné les entreprises dans le démarchage pour la subvention. Puis on voit, ça aide, là, les demandes de subvention entrent beaucoup en batch. Puis tout est beau, là, on peut les accepter facilement. Si vous êtes capable d'accompagner les entreprises, n'hésitez pas. C'est bien sûr de signer une entente de stage avec l'entreprise. Le formulaire de subvention que l'entreprise nous envoie, l'établissement d'enseignement doit le signer aussi. Donc, signez-le. Et de former le superviseur de stage. Les programmes sont disponibles sur notre site Internet, le site Internet de la CPMT. Donc, nos 2 nouveaux programmes. Oui. Oui. Excusez. Oh, excusez. Est-ce que ça va? Nos 2 nouveaux programmes de formation. Donc, celui que je trouve très long, le programme de formation de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT. Oups, excusez. Il y avait une mise en garde au début qui vous disait que tant que le projet de loi 70 n'était pas adopté, on ne pouvait pas parler, le programme ne pouvait pas être diffusé publiquement. Mais là, c'est adopté hier et le ministre a lancé sous peu. Donc, la mise en garde, on peut commencer à ne plus en tenir compte. Les objectifs de ce programme-là, c'est un budget de 10 millions par année pour 5 ans. Les 2 nouveaux programmes dont je vais vous parler, ce qui est arrivé, c'est que le ministre a décidé de changer la masse salariale pour la loi sur les compétences. Donc, la masse salariale est passée de 1 à 2 millions. Ce qui veut dire que pour le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences, il est estimé que c'était une coupure de 12 millions par année parce qu'il y avait moins d'entreprises assujetties à la loi, donc moins de cotisations. Fait que le ministre a décidé que pour qu'on puisse continuer à faire des subventions, de nous donner 12 millions par année pendant 5 ans, mais en nous donnant des critères très clairs sur ce qu'il voulait comme programme. Donc, c'est comme ça que le programme de formation de courte durée a été préparé. Les objectifs, c'est de soutenir les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement de main-d'œuvre spécialisée dans la formation, dont la formation relève du secteur de la formation professionnelle et technique, et de favoriser l'implication des entreprises dans la formation des travailleurs en forte demande de façon à répondre aux besoins du marché du travail et à leurs propres besoins. Donc, en gros, le programme, c'est pas très compliqué, c'est qu'on va subventionner des formations. Donc, le promoteur collectif, excusez-moi, va réaliser que dans son secteur d'activité, il y a un problème de mécanicien. Je reviens avec les mécaniciens.
Il va réunir 4, 5, 6, 7 entreprises qui veulent former des mécaniciens. Heu, Après ça, le promoteur collectif va aller voir un CFP, puis va dire: «Ben, moi, je serais prêt à partir une cohorte de mécaniciens. Est-ce que tu embarques dans le projet?» Le CFP va dire: «Oui», en tout cas, du moins, on l'espère et que par comme ça, il y a des travailleurs, qui sont déjà en emploi, qui vont pouvoir suivre, le DEP en mécanique. Bon, ça, là, c'est un peu simple, là, comment je vous raconte ça, mais c'est aussi simple que ça, en fait, le programme. Oui? C'est une excellente question. Oui, la question, c'était: «Est-ce qu'on pourrait avoir des subventions pour les formations achetées par Emploi Québec?» Parce que oui, en effet, Emploi Québec achète des places et des fois paye toute, si je ne me trompe pas, paye une cohorte au complet. Oh, maintenant, on fait partie d'Emploi Québec. Nous, l'opérationnalisation du fonds, on est avec Emploi Québec. Donc, on collabore beaucoup avec eux dans ces dossiers-là. C'est 2 choses complètement différentes. Ce qu'Emploi Québec fait avec la mesure M-Fort individu, c'est la subvention à l'individu. Nous, on subventionne les entreprises. Cela dit, si pour X raison, pour compléter une cohorte, je ne sais pas moi, le promoteur collectif réunit, 10 travailleurs, puis pour partir la cohorte, il en faut 12. Bon, c'est un chiffre minime, là. Il en faut 12. On va pouvoir aller voir Emploi Québec et dire: «As-tu 2 personnes qui peuvent venir compléter notre cohorte?» À ce moment-là, c'est le fonds qui va assumer à 100 les coûts. Ce ne sera pas Emploi Québec, mais ça va être quand même des clientèles d'Emploi Québec. Est-ce que ça va? OK. Et c'est aussi en collaboration avec le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que si le ministère de l'Éducation subventionne le DEP, par exemple, parce que les DEP sont déjà subventionnés par le ministère de l'Éducation, nous, on va se trouver à payer le salaire des entreprises. Et si c'est un diplôme où le ministère ne paie pas, ou si le projet est à temps partiel, par exemple, à 1 ou 2 journées semaine, là, c'est nous qui va être le bailleur de fonds à 100. Donc, ça va jusque-là? Donc, on va subventionner des DEP, des ASP, des AEP au niveau professionnel et des AEC au niveau collégial, ou toute autre formation apparentée. Formation apparentée, là, c'est vraiment une parenthèse, dans le sens où, c'est des cas vraiment spécifiques qui pourraient arriver ou que la formation n'existe pas, puis qu'il y a un besoin X dans un cadre très précis. Et encore là, c'est en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, le ministère de l'Éducation va devoir nous dire: «OK, oui, on est prêt à commencer à monter un programme» ou et cetera. Hem, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la liste, de priorisation. Dans ce projet-là, les projets de formation doivent être en priorité, en lien avec, les professions priorisées par la CPMT. En deuxième, si ce n'est pas le cas, ça doit être avec les professions qui étaient priorisées par les régions ou les comités sectoriels de main-d'œuvre, mais qui n'ont pas été retenues pour la liste nationale. Ou exceptionnellement, ça peut être d'autres professions, mais dans des cas où le promoteur est capable de prouver qu'il y a vraiment un besoin. Donc finalement, on pourrait subventionner, tous les métiers en autant qu'il y ait la preuve qu'il y a un besoin dans un domaine X dans la région Y. La clientèle admissible, c'est les travailleurs et travailleuses déjà à l'emploi des entreprises. Donc, je reviens à mon exemple de mécanicien. Il y a un garage, par exemple, qui a un concierge qui est à l'entreprise depuis quelques années, qui est très bon, qui aimerait devenir mécanicien, mais qui a pas de DEP en mécanique. Il décide de prendre son concierge, le nommer mécanicien et de le faire former grâce à ce programme de subvention-là. Ça peut être des personnes nouvellement à l'embauche. Donc, mon entreprise, mon garage qui cherche un mécanicien, embauche quelqu'un qui n'a pas le diplôme, mais qui semble bien vouloir et être motivé par le travail et va le faire former là, dans le cadre de ce programme-là. Et finalement, ça peut être des candidats sans lien d'emploi. Donc, on parlait d'Emploi Québec tout à l'heure. Notre promoteur collectif n'est pas capable de fermer sa cohorte avec des travailleurs. Il peut aller chercher des personnes sans lien d'emploi avec Emploi Québec ou même vous contacter. C'est-à-dire que des fois, ça se peut qu'il y ait des étudiants qui souhaitaient participer à une cohorte, mais qui n'ont pas été capables de s'inscrire à temps ou d'être là quand la cohorte est partie. Ils pourront venir dans notre cohorte à ce moment-là. Ça va jusque-là? Oui?
Mmh. Mmh. En fait, la question, c'est de savoir pourquoi les entreprises adhéraient au programme de subvention, alors que, quelque chose d'obligatoire comme la loi ne fonctionnait pas nécessairement. Heu, Ce qui nous dirait, c'est que nos programmes fonctionnent déjà beaucoup. On va tout le temps au maximum de ce qu'on peut allouer. Excusez-moi. Et on a même dû couper dernièrement là, nos budgets, bon, pour différentes raisons. Et les promoteurs et les entreprises ont dit: «Ben là, on a moins d'argent, tu sais, on a moins». Donc les projets fonctionnent, on reçoit des projets. Monsieur Piché a participé à plusieurs projets aussi là, qu'on a subventionnés. Hem, donc ça fonctionne. Et il y a aussi le fait qu'au lieu de demander de l'argent aux entreprises, on leur en donne. Donc on les subventionne pour qu'ils fassent de la formation. On paye le salaire des travailleurs, on paye les déplacements, et cetera. Donc ça aide aussi là, les entreprises et c'est à 100 c'est pas à 50. Ce programme-là est à 100. Donc on paye, 100 des dépenses de l'entreprise. Donc c'est un gros incitatif. Oui? En fait, la question, c'est est-ce que je répète la question pour les gens, qui sont, à l'extérieur, en distance. C'est est-ce qu'on peut créer un système à deux vitesses en bypassant d'un certain côté le chemin du ministère de l'Éducation? Hem Et la réponse, c'est non. Ben, c'est un besoin des entreprises. Les entreprises le disent qu'ils veulent former et on le subventionne déjà. Ça pourrait déjà arriver ça, qu'une entreprise nous dise: «Moi, j'ai besoin de mécaniciens, je vais aller faire qui suivent un DEP, qui suivent un DEP». Hem, Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Donc oui, c'est ça, on le fait déjà. C'est 10 millions. 10 millions, ça peut vous paraître beaucoup, mais on sait que nous, avec 10 millions, on ne peut pas subventionner une tonne de projets. C'est des projets qui coûtent extrêmement cher. 20 travailleurs, 15 000 par année, juste le taux parce que le salaire, on va jusqu'à 15 000. Fait que 20 fois 15, ça fait déjà 200, plus de 200 000 là, pour juste le salaire des travailleurs. On n'a pas payé, si on doit payer la formation, on n'a pas payé les profs, on n'a pas payé la location des locaux. C'est des projets qui coûtent très cher. Fait que 10 millions, on n'en fera pas beaucoup. Fait qu'on risque pas de contourner le ministère de l'Éducation. C'est vraiment plus quelque chose qui est là pour compléter, pour répondre à un besoin des entreprises. Excusez. C'est le temps pour les centres de formation de prendre leur place. Je pense qu'on peut moduler nos formations pour justement être plus, sexy auprès des entreprises, puis les épauler un peu plus, là, les accompagner dans la formation. Derrière tout ça, il y a un vœu, je dirais un vœu pieux du ministère, c'est de créer une culture de formation en entreprise, là, de développer ça. On s'en va vers ça, à plus ou moins long terme, là. Puis il ne faut pas oublier, c'est 10 millions par année. Puis c'est de la FP et de la FT. Puis, bon, Sophie, bouge tes oreilles, mais le milieu collégial est quand même très actif. Fait que je pense que si on regarde passer la parade, on va manquer notre coup, là. Fait que 10 millions, ça se dépense très, 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 très rapidement. La formation professionnelle, elle a tout intérêt à prendre sa place là-dedans. Et tous les diplômes qui vont être remis doivent être reconnus par le ministère de l'Éducation aussi. Fait que c'est une façon, en fait, d'aller augmenter les compétences de gens qui n'auraient pas, qui ne seraient pas retournés à l'école si ça n'avait pas été de ce programme-là. Fait que c'est pas, on va pas chercher des jeunes qui finissent le secondaire, puis qui pensent, suivre un DEP ou, une technique ou un ASC. On va vraiment chercher des travailleurs en entreprise, que les entrepreneurs reconnaissent que ces gens-là ont des compétences,
mais pour X raisons, ils les ont pas développés dans le système scolaire, donc on les ramène au système scolaire pour que leurs compétences puissent être reconnues par un diplôme. Oui. Ben, c'était un peu ce que le ministre nous a demandé aussi de s'assurer que le travailleur n'ait pas juste une formation pour répondre aux besoins X de l'entreprise, mais qu'il y ait une certaine une reconnaissance nationale. Fait que oui, c'est ça qu'on fait avec le programme. Exact. Exact. En fait, la dame vient de dire qu'on assure une mobilité professionnelle lorsqu'on donne des diplômes. Voilà. C'est exactement ça. Oui, bien sûr. Mhm. Oui. C'est lorsque c'est possible. Et je sais pas à quel point ça fonctionne pour les DEP, je m'y connais pas beaucoup, je sais pas si c'est plus pour le collégial. Ce qu'on demande au promoteur, c'est vraiment une responsabilité pour le promoteur, c'est lorsqu'il réunit les travailleurs, ben, qu'il aille s'assurer si les travailleurs ont certaines compétences. Pour pas qu'on ait c'est une question de rentabilité, là, de la recherche du meilleur coût, c'est que si le DEP est de 1800 heures, mais que finalement on pourrait en donner 1450 ou peu importe, parce qu'il y a certaines compétences qu'il a déjà, ben, on va le faire. En autant que c'est possible dans ce programme-là, que le centre de formation professionnelle est à l'aise avec ça, puis qu'on puisse adapter le programme en conséquence de la RAC. C'est pour ça que c'est écrit lorsque possible. C'est inscrit dans le programme pour que les promoteurs y pensent et qu'ils le fassent. C'est pas obligatoire. On espère le plus possible qu'ils vont en avoir, mais lorsque c'est pas possible, c'est pas possible. OK. Bon, c'est bon. Non, même la RAC en général, je m'y connais vraiment très peu, là. Je découvre le sujet. De rien. Donc les promoteurs admissibles pour ce projet-là, c'est les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure. Dans ce cadre-là, il y a aussi les entreprises individuelles qui peuvent soumettre des projets. Donc, les grosses entreprises, là, on s'entend, qui sont capables de remplir une cohorte avec leurs propres travailleurs, peuvent soumettre un projet. On on a eu la question dernièrement, si c'est 3 entreprises, en disons en Abitibi, dans un même secteur qui se mettent ensemble, est-ce qu'on l'accepterait? Probablement que oui, parce qu'on est conscient que dans certaines régions, les promoteurs collectifs ne sont pas présents, que les entreprises individuelles ne sont peut-être pas capables tout seuls de remplir une cohorte, mais s'ils se mettent ensemble, ils seront en mesure de le faire. Donc ça pourrait être, accepté aussi au projet. Les partenariats incontournables pour que ça fonctionne, il y a bien sûr le promoteur, les entreprises qui participent, les travailleurs, l'établissement d'enseignement, qui doit être reconnu par le ministère de l'Éducation, bien sûr, et les conseils régionaux des partenaires du marché du travail. À chaque demande qu'on va avoir, on demande un avis au ministère de l'Éducation. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est le financement. On veut voir ce que le ministère de l'Éducation paye dans ce cas-là et qu'est-ce que nous, on doit verser. Est-ce que, en fait, c'est ça, pour être sûr que le programme devient bien subventionné à 100 on demande une preuve là, de l'établissement d'enseignement qui nous indique, en fait, qui estime combien le ministère va lui verser et quelles sont ses dépenses. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Le financement, comme je vous disais, c'est un financement qui est payé à 100 on va payer la diffusion, on va payer aussi l'adaptation de DEP. Par exemple, il y a un DEP qui se donne, il n'y a pas de stage qui est prévu à l'intérieur. Pour ce programme-là, il faut absolument qu'il y ait des stages en entreprise. Donc, on va pouvoir payer tout ce que ça coûte modifier le DEP pour inclure des stages, par exemple. On rembourse le salaire à 100 mais il y a quand même des barèmes jusqu'à 15 de l'heure, avec un maximum de 15 000 par participant. C'est pas beaucoup, c'est pas nécessairement très élevé là, versus le taux que les gens font, mais bon, le but, c'est d'aider l'entreprise. Et comme je vous disais, là, 15 000 fois 20 personnes, ça monte très vite. Là. C'est ça, ça monte très vite. Oui, 300 000. Ah oui. Je disais 200 000 tout à l'heure, mais oui, c'est vrai, c'est 300 000. Donc, ça monte très vite. Puis, si on veut être sûr de pouvoir aider le plus de monde possible, il faut quand même mettre des limites. Est-ce que ça va pour ce programme-là?
Notre autre programme, c'est un programme de bourse de promotion pour des programmes de formation maintenant des professions priorisées par la CPNT. Mais c'est un programme qui s'adresse directement aux étudiants et aux élèves. Le but, c'est d'encourager les inscriptions dans les programmes de formation professionnelle et technique en déficit d'inscription et qui mènent aux professions priorisées par la CPNT et de favoriser la persévérance scolaire dans les programmes en encourageant la diplomation. Donc, tout à l'heure, la dame qui me disait, nous, on n'est pas en déficit d'inscription, au contraire, on en forme trop. Malheureusement, là, les élèves ne sont pas éligibles à ce programme-là. Pour être admissible à la bourse d'études, il faut être un nouvel inscrit dans un programme d'études professionnelles et techniques. En fait, dans ce programme-là, c'est 2 millions par année. Pendant 5 ans, on va remettre 1000 bourses de 1700 $ par année. Donc, et pour avoir le droit à une bourse, il faut être un nouvel inscrit dans les programmes d'études sélectionnés. Qu'est-ce qu'on entend par nouvel inscrit? Ça va être une personne qui va avoir commencé son programme d'études pendant l'année scolaire en cours, donc entre le 1er juillet et le 30 juin. Pour l'année 1 du programme, qui va être l'année 2016-2017, la personne va devoir avoir commencé son programme d'études entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Il doit fréquenter un des établissements d'enseignement qui est identifié en déficit d'inscription et être sélectionné par son établissement d'enseignement. En fait, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si j'en parle plus loin. OK, j'en parle ici. La répartition du nombre de bourses, comme je vous dis, on a 1000 bourses de 1700 $. Avec ça, on est allé voir le ministère de l'Éducation, leur a dit, voici la liste des métiers priorisés. Eux ont associé ces métiers-là au programme d'études. Et par la suite, ils ont regardé le déficit d'inscription dans les établissements d'enseignement qui donnaient ces programmes d'études-là. Et ils ont réparti les 1700 bourses, les 1000 bourses, excusez-moi, en fonction de ça. Donc, les établissements d'enseignement, on sait déjà, nous, quel établissement d'enseignement va recevoir combien de bourses dans quel programme. Je donne un exemple, je n'ai pas ma liste devant moi, mais mécanique automobile, qui en reçoivent beaucoup, il y a un maximum de 100 bourses par programme d'études. Donc, mécanique automobile est un des programmes qui reçoit le maximum, donc 100 bourses. Fait qu'un DEP X qui donne mécanique automobile pourrait avoir 4 bourses à donner là, parmi ses étudiants. Là, comme je vous disais, nous, on sait déjà, ça c'est déjà fait. Quand le programme va être lancé, on va contacter les établissements d'enseignement pour leur dire c'est bravo, tu peux donner 7 bourses dans tel programme, 2 bourses dans tel programme, 1 bourse dans tel autre programme. Après ça, comment ça fonctionne? C'est comme je vous disais, l'étudiant, pour avoir droit à la bourse, doit avoir commencé son programme d'études et doit avoir réussi un certain nombre d'heures. Dans le cadre du DEP, je pense que c'est 250 heures. Il doit avoir réussi 250 heures de son programme d'études. Parmi tous les étudiants dans le programme d'études qui vont avoir réussi ça, l'établissement d'enseignement va pouvoir tirer au hasard les récipiendaires des bourses. Parmi il va y avoir les gagnants, les boursiers. Il y a un versement de 500 $ qui va être fait. Et lorsque le boursier va avoir son diplôme, on va faire le deuxième versement qui est de 1200 $. Ça va jusque-là? Si l'étudiant abandonne son programme d'études, entre-temps, on ne va pas aller lui demander de nous rembourser le 500 $, mais avec le 1200 restant, on va finir par faire d'autres bourses. Donc, on va accumuler les montants là, qui n'auront pas été donnés et on va les redistribuer là, dans les années suivantes. Donc, il y a ça. Puis pour, ce qui est important aussi, c'est qu'on a tenu compte du caractère local et régional, supra-régional ou national des autorisations d'enseignement lorsque le ministère de l'Éducation fait le tableau là, pour déterminer le déficit d'inscription. Par exemple, le ministère de l'Éducation, c'est pas souvent tout ce que je vais dire, je m'excuse. Je sais que la région de la Montérégie est la région, par exemple, qui reçoit le plus de bourses. Toutes les régions en reçoivent. La région de Montréal est un peu défavorisée parce que leurs programmes sont rarement en déficit d'inscription, etc. Ça va? Oui. Vous êtes de la région de Montréal? OK, c'est ça. Exact, parce qu'on va attirer les gens dans les programmes qui sont en déficit d'inscription. Donc, le rôle des établissements scolaires, ça va être de promouvoir les programmes d'études identifiés.
de faire le tirage au sort parmi tous les étudiants éligibles, de transmettre à la CPMT les coordonnées des boursiers et de faire le suivi des boursiers jusqu'à leur diplomation pour qu'on puisse être au courant si l'étudiant abandonne ou plutôt si l'étudiant réussit. Ce que je ne vous ai pas dit non plus dans le cas des DEP, c'est qu'on rajoute 1 an. On permet à l'étudiant de faire son DEP en 3 ans. Même si c'est un programme de 900 heures, mais c'est un programme de 1800 heures, on lui permet de le faire en 3 ans. Puis pour les techniques, on permet de le faire en 4 ans pour avoir son diplôme final. Le rôle de la CPNT, de répartir les bourses entre les programmes et les établissements, de faire la mise à jour des programmes admissibles, parce que les programmes admissibles ont été faits avec la liste de priorisation qui a été faite en 2015, si je ne me trompe pas. Il y a une nouvelle liste de priorisation qui va être faite à l'hiver. Donc, on va pouvoir adapter là, les programmes d'études en fonction de cette nouvelle liste de priorisation-là. On va émettre les chèques aux étudiants et on va ajuster la répartition des bourses là, en cas d'abandon. Juste une page que je ne vous ai pas parlé, mais non, j'en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Oui. Il y a plusieurs façons. En fait, la Fédération des commissions scolaires est au courant du programme. Quand le programme va être mis quand on va voir le hockey qu'on peut lancer le programme, on va avertir la Fédération qui va pouvoir descendre l'information aux commissions scolaires et aux établissements d'enseignement. Et nous, nos conseillers aux subventions vont appeler les directeurs des établissements d'enseignement un à un pour leur dire, on a environ 116 établissements d'enseignement qui vont recevoir des subventions. Donc, ça fait une vingtaine d'établissements d'enseignement par conseiller chez nous qui vont appeler, qui vont leur expliquer le programme, qui vont leur dire, vous avez le droit à tant de bourses. Puis après, ça va être des ententes qui vont être signées. Comme dans nos autres programmes de subvention, on a des ententes là, qui se signent. Donc, une entente avec l'établissement d'enseignement. Oui. Ce que Mme Gravel vient de dire, c'est que les gestionnaires, il y a plusieurs gestionnaires là, qui sont déjà au courant du programme. Oui. Elle va l'être. Dès que le programme va être lancé, elle va l'être. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'au début, il va y avoir la liste des métiers avec les programmes les programmes d'études où les boursiers vont pouvoir s'inscrire. Puis aussitôt que les établissements d'enseignement vont être au courant du nombre de bourses auxquelles ils ont le droit, la liste des établissements d'enseignement avec les programmes d'études et le nombre de bourses va être disponible aussi public. Je ne crois pas. C'est vraiment les programmes qui sont liés à la liste des métiers priorisés par la CPMT. Exact, malheureusement. Ouais. Et il y a aussi là-dedans, il y a des métiers collégiales. Là. Donc, c'est environ 66 qui s'en vont au cégep et 33 au DEP. À cause des déficits d'inscription et des programmes. Là, dans la liste des priorisations, il y a aussi plus de métiers qui ont besoin de techniques. Donc, il y a ça aussi. Là. Mais comme je vous disais, il y a 4 professions qui reçoivent le maximum de bourses qui est de 100. Et il y en a 2 chez les DEP, qui est l'autre, si je ne me trompe pas, c'est assistant en soins de santé là, ou quelque chose comme ça. Là. Vous connaissez plus que moi le terme exact du diplôme. Là. Il y a mécanique automobile et l'autre, c'est assistant en soins de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là? Sinon, moi, j'ai fini. Non? Parfait. Je cède la parole. Dans le fond, dans les 5 minutes qui restent, on pourrait regarder, mais vraiment rapidement, le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail, une petite simulation de ce que ça pourrait représenter. Dans le fond, si on regarde de quelle façon le crédit d'impôt est monté,
Vous avez un stagiaire qui peut avoir un salaire maximum de 18 de l'heure. C'est le maximum qu'on peut mettre pour le salaire du stagiaire. Un superviseur, on peut mettre jusqu'à 30 de l'heure. Tout ça va totaliser des dépenses admissibles, jusqu'à un maximum de 600 dollars. Fait que si vous appliquez le taux du crédit d'impôt de 40, je vous ai mis un petit exemple plus bas là, on peut avoir un crédit maximum de 240 dollars par semaine. Fait que ça devient très intéressant pour l'entreprise et pour vous aussi, parce que si vous voulez vendre votre formation, puis, aller un peu faire de la cabale auprès des entreprises, puis dire: «Hey, j'ai une super formation pour toi, pour tes employés et voilà ce que tu pourrais, recevoir en termes de crédit d'impôt». Ça peut monter jusqu'à 240 par semaine. Rajoutez à ça la formation des superviseurs. Fait que si vous avez des stages, on l'a vu tantôt au niveau des heures qui totalisent au-delà de 540 heures, ben, l'entreprise reçoit un 5 000 pour faire former son superviseur. Ça commence à être intéressant. Puis, parallèlement à ça, ben, c'est une formation qui est financée par le ministère de l'Éducation. Alors là, pour une entreprise qui veut faire former des travailleurs, ça devient hyper intéressant. Et si en plus vous êtes dans une formation, dans un DEP qui est priorisé par la Commission des partenaires du marché du travail, ça c'est la cerise sur le sundae parce qu'en plus, vos entreprises pourraient se regrouper et déposer une demande et avoir le remboursement total des salaires de leurs employés. Ça commence à être quelque chose, là. Fait que, c'est pour ça que puis rappelez-vous que c'est un 10 millions qui est là-dedans pour la formation professionnelle et technique. Là, je le dis vite parce que il y a pas il y a personne du collège ici, puis ni en j'espère en tout cas, ni en web diffusion non plus. Alors nous, la formation professionnelle, c'est important que vous soyez au courant de ça et que vous vous disiez: «Ben oui, j'ai tout intérêt à développer des projets et à approcher des entreprises» et on sait très bien quand un centre de formation professionnelle va, main dans la main avec les entreprises, ben c'est le meilleur des mondes, là. On est près des besoins des entreprises, puis on peut, plus facilement, parfois vendre de la formation sur mesure aussi auprès de l'entreprise, avec les services aux entreprises. Fait que ça devient très intéressant. Je vais terminer avec cette, diapo-là. Puis là, je ne veux pas faire je veux pas vendre cette formation-là, là, qu'on a chez nous. Étant donné que le programme de super pour le programme incitatif pour l'accueil de stagiaires en formation professionnelle et technique a été déposé et que la formation n'a pas suivi, elle va l'être éventuellement, mais on a un petit interstice entre les 2. Chez nous, voilà ce qu'on a développé. Alors nous, on s'est dit: «OK, parfait, on a vraiment bâti un référentiel de compétences» où, comme je le disais, on prenait le programme de compagnonnage. On a ajouté aussi des, 6 compétences qu'on a pris dans le référentiel des enseignants. Oui, chez nous, ça va bien parce que, j'ai participé au projet qui a été déposé, fait que je savais un peu où je m'en allais aussi et ça a donné qu'on va traiter 5 thèmes dans la formation du superviseur. De quelle manière maintenant on va offrir cette formation-là? Ben, ça totalise un 60 heures qu'on a déterminé en fonction de nos 5 thèmes et de la façon qu'on va le donner, ben, il y a une partie plus notionnelle qui peut représenter environ 27 de la formation et le 73 de la formation restante va être de la formation qui va se réaliser dans le cadre de son suivi auprès de son stagiaire et c'est là que l'enseignant qui fait son suivi de stage a un rôle prépondérant parce qu'il va accompagner, oui, le stagiaire, mais également le superviseur en entreprise. Fait que ça vient moduler un peu je ne dirais pas la tâche d'un enseignant, mais c'est une nouvelle réalité qui est à nos portes, là. Donc nous, chez nous, c'est de cette façon-là qu'on l'a bâti. Soyons optimistes, dans 8 mois, quand le programme, quand la formation va être vraiment mise sur pied, est-ce que ça va être 60 heures? Est-ce que ça va être 120 heures? Est-ce que je ne sais pas. Mais moi, ce que je me suis dit dans l'interstice, c'est si on forme un superviseur, il va être formé une seule fois dans sa vie. Alors, si on veut être conséquent avec ce qui s'en vient, ben, je ne peux pas me permettre de lui donner une formation de 3 heures puis dire:
voilà, je signe dans le bas, puis l'entreprise reçoit 5 000 là. Il faut que ce soit un peu plus pensé. Si jamais vous donnez la formation dans vos institutions, réfléchissez à ce volet-là, là. Votre superviseur, vous allez avoir la chance de le former une seule fois. On est dans un cadre d'alternance travail-études jusqu'à 50. Le superviseur devient vraiment l'extension un petit peu là, de l'enseignant dans l'entreprise. Fait que, c'est important d'avoir une formation qui va tenir la route. Sur ce, je pense qu'au niveau du temps, on est dans le temps. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bien écoutez, petite promo, hein? Vous savez que je suis également président de l'Association québécoise de l'alternance travail-études. À toutes les années, on a notre colloque de formation. Cette année, il va avoir lieu le 27 et le 28 avril. Je vous invite à participer. C'est sûr qu'on va traiter des thèmes et des volets qu'on vient de voir et également éventuellement du guide d'encadrement pour stage en milieu de travail à une hauteur de peut-être possiblement 50. Alors, c'est une invitation et je vous remercie beaucoup.